Bon, pour ce troisième épisode de nos podcasts, on va se tourner vers une petite rétrospective très rapide, un petit débrief de la carte de l'UFC 322 et des combats qu'il y a pu avoir dessus. Comme d'habitude, si vous kiffez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, liker, vous abonner. Ça dépend de vous, si vous avez envie, bien évidemment. Ce que j'avais dit dans la vidéo précédente concernant mes réactions sur les combats que j'allais potentiellement faire en mode un peu short, c'est toujours, je suis sur le dossier, c'est juste que voilà, j'ai pas eu autant le temps que je voulais, donc j'ai enregistré, j'ai mes réactions, mais j'ai pas encore eu le temps de les mettre en mode short. Je sais pas si ça se fera, j'aimerais bien que ça se fasse, ce serait pas mal. Mais voilà, là tout de suite maintenant j'ai pas eu le temps pour l'instant de faire le montage. Donc nous, pendant cet épisode là, on va surtout faire un petit débrief de cette carte de l'UFC 322 qui était honnêtement assez impressionnante, c'était une assez bonne pay-per-view, sauf pour les deux derniers combats qui étaient un peu décevants à mon sens, mais on reviendra dessus parce que ça peut être nuancé comme affirmation. Mais on va commencer par le commencement, je vais vous laisser vous installer et vous préparer parce que y a de la salade de phalange au repas, il y a des KO je dirais par centaines non, mais il y a quelques KO quand même sympas à regarder, donc voilà. Bon, la carte elle s'ouvre, la carte principale bien évidemment s'ouvre avec le combat de Benoît Saint-Denis contre Beneil Dariush, un combat personnellement que j'attendais, parce que le français est sur ses 4 derniers combats, donc sur 2 défaites de victoire. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite qui fait une petite rétrospective des 4 derniers combats de BSD, si ça vous intéresse. Mais donc voilà, c'était un peu là, c'est sa période de rédemption, et là il affrontait un top 9, c'était la possibilité de rentrer dans le top 10 de la catégorie, ça m'intéressait beaucoup de voir ce qu'il allait donner, et pour le coup, impressionnant, 13 secondes. Il lui aura fallu 13 secondes pour déconnecter Beneil Dariush, je ne sais pas exactement comment ça se dit, un vétéran de la catégorie quand même, qui se balade là depuis un sacré moment, franchement très impressionnant, hein. Le KO en plus est franchement assez cool, la manière avec laquelle Dariush s'écrase au sol est assez particulière, mais en même temps c'est amusant parce que il se prend donc un énorme crochet dans la tempe oreille en mode un peu clinch, il s'écroule, mais vraiment la gueule, la première sur le sol de la cage, il s'étale. Benoît commence à vouloir lui envoyer un ground and pound pour être sûr que voilà, le combat se termine. L'arbitre sépare, et en fait, Dariush se relève en mode je comprends pas pourquoi t'as arrêté, je ne comprends pas, tu vois. Et il a quelques secondes comme ça où il est en mode pourquoi t'arrêtes, j'étais complètement dedans. Il était plus du tout dedans, spoiler, hein, il était complètement ailleurs le mec. Mais voilà, toujours avec beaucoup de respect du côté de Dariush, hein, c'est un combattant très respectueux, c'est un vétéran, c'est un ancien. Et puis il y a aussi derrière, super call de Benoît pour la BMF. Alors, je pense qu'il l'aura pas. Je pense que voilà, c'est à choisir en fait, ce sera un Holloway Oliveira 2, ce sera pas Holloway BSD. Je doute que l'UFC aille dans ce sens-là dans tous les cas. Mais je trouve que c'est un bon call, parce qu'il donne ses intentions, voilà, je voudrais cette ceinture BMF, en plus ça colle assez bien, enfin en tout cas ça colle plus qu'Oliveira, hein, avec le personnage. Et derrière, en même temps, il dit, mais en même temps, je suis prêt à prendre tout ce que l'UFC me donnera, je ferai ce qu'il faut, j'irai là où l'UFC m'enverra, mais voilà, moi je voudrais cette ceinture, je veux la BMF, je veux aller ensuite au titre, et il annonce clairement ses objectifs, et il rentre dans le top 10 avec beaucoup de classe, et je pense que potentiellement là, BSD, on va le retrouver dans pas longtemps, à mon avis, pour un combat, parce qu'il a enchaîné 2 combats très proches les uns des autres, mais en même temps là il vient de faire 13 secondes dans la cage, quoi, donc il peut encore se permettre potentiellement de faire un combat dans pas trop longtemps, il n'a pas pris beaucoup de dégâts, donc voilà, c'est intéressant. Malgré tout, j'aurais bien aimé voir un combat peut-être un peu plus long, parce qu'à mon avis Dariush avait de quoi questionner BSD, donc ça aurait pu être intéressant. Notamment il lui a envoyé un sacré low kick, il avait les points ultra lourds, hein, il voulait le déconnecter très très vite. Et je pense qu'il jouait sur le fait que BSD allait être agressif, et que lui, il allait l'attendre un peu en contre, voilà, avec des crochets larges, si possible l'éteindre le plus tôt possible. Ça s'est pas passé comme prévu, mais même le genou, hein, c'était vraiment, il avait une intention de
de tuer BSD le plus tôt possible. Donc un premier combat qui se termine par un KO au bout de 13 secondes, forcément, instantanément, les commentateurs ils étaient comme des fous, et il y a un commentateur qui dit quand même une dinguerie, qui fait que bon, tu te rends compte que les mecs quand même, quand il en vient d'un combattant français, ils ont plus la notion des choses, et le mec qui dit, il a vraiment le timing de Conor McGregor. Non, contre José Aldo, non. Il a pas le timing de Conor McGregor contre José Aldo. Conor McGregor contre José Aldo, c'est quand même un contre en reculant qui est magistral, c'est de toute beauté, quoi. Franchement, c'est magnifique. BSD, c'est un très beau combat, hein, on va pas dire le contraire, enfin 13 secondes, est-ce qu'on appelle ça un combat, mais c'est un très beau KO, mais c'est pas le timing de Conor McGregor contre José Aldo, faut pas abuser, tu vois. Donc bon, voilà, toujours un peu, quand voilà, ça en vient des combattants français, il y a toujours ce truc un peu d'en rajouter beaucoup, ce que je peux comprendre, mais pour le coup, je pense qu'il faut pas non plus mettre BSD sur la stratosphère, parce qu'à mon avis, ce top 10 ne l'invite pas tout de suite dans un top 5, puis dans une chance pour le titre. Ça va pas être si facile que ça, à mon avis, il y a quand même des adversaires devant, quoi. On enchaîne instantanément après avec Leon Edwards contre Carlos Prates. Donc un combat franchement aussi que j'attendais, parce que Leon Edwards, ancien champion de la catégorie des poids welter, était sur 2 défaites d'affilée, si je dis pas de bêtises. Il se fait battre contre Belal Muhammad, par Belal Muhammad, et ensuite il se refait battre derrière contre Sean Brady. Et donc on a vraiment là pour Leon Edwards, c'est un peu le combat de ok, il faut que je montre quand même que contre cette nouvelle école, je vais avoir les armes, je vais faire ce qu'il faut, je vais le mettre KO, et il va disparaître, et on n'en parlera plus, et moi je vais pouvoir me relancer et regarder vers le futur. Ça se passe pas comme prévu. C'était un premier round qui était assez correct pour Edwards, qui mettait en place un game plan assez basé sur de clinch lutte, voilà, mais pas clinch, genre on veut se battre en clinch, c'est plus clinch dans le sens où je vais t'accrocher contre la cage et je vais essayer de salir le combat, te fatiguer, essayer de te mettre des frappes, voilà. Toujours le style un peu Leon Edwards, le je sais gagner le round. Et d'ailleurs, ça donne une scène rigolote où Leon Edwards monte dans le dos de Carlos Prates et lui met des coups, et Carlos Prates regarde la caméra et fait une tête qui est juste hilarante en mode bah, il est sérieux là, tu vois. Genre à quel moment tu me mets ce genre de frappe, enfin s'il te plaît respecte-moi, tu vois. Et j'ai trouvé ça vraiment très amusant. Moi ça m'a fait quand même bizarre de voir Leon Edwards lutter, alors je savais qu'il avait un bagage en lutte, qu'il savait lutter, mais ça m'a fait bizarre de le voir aller chercher la lutte et ne pas se contenter de son striking. Et d'ailleurs je trouve que c'était particulier parce qu'il avait, même dans sa posture, dans sa manière de combattre, c'était très différent de ce qu'il avait proposé juste avant. C'était vraiment j'attends, presque il attendait, on aurait dit pour un contre, ou en fait il attendait l'explosivité de Carlos Prates pour agir, il attendait le bon moment pour caler un coup, aller chercher les jambes. Donc il avait vraiment un game plan qui changeait, je trouve, des derniers combats qu'on avait pu voir de lui. Et enfin, je dis ça, mais en même temps, contre Covington, il avait déjà amené Covington au sol, il avait déjà commencé à nous faire des petites dingueries, mais bref. Et toujours est-il que Prates, dans le deuxième round, lui cale un direct, mais qui vient connecter et qui le déconnecte, à tel point que les 2 pieds d'Edwards quittent le sol en même temps, genre vraiment, il est en lévitation pendant quelques secondes, il s'écroule de tout son long, et en fait, il est tellement ailleurs qu'il a les yeux qui regardent dans le vide, il a la bouche grande ouverte parce qu'il respire par la bouche, hein, et en fait avec le protège-dents on dirait qu'il est en smile au max, genre on dirait qu'il est trop heureux, quoi. Il est allongé, il est là, il profite du moment, alors qu'en fait le gars est complètement déconnecté, il sait plus du tout où il en est, quoi. La preuve étant qu'il met plusieurs dizaines de secondes à se relever après le KO, c'est vraiment pas il s'est fait mettre KO puis dès que l'arbitre sépare en fait il se relève, non, c'est il s'est fait mettre KO et il reste au sol, tu vois, il prend le temps vraiment de se relever. Et ça donne cette image qui est vraiment rigolote où tu vois Leon Edwards avec le smile, on dirait qu'il a le smile jusque sous les yeux, et tu te dis ouais, il est en train de se revoir à la période où il avait la ceinture, enfin il est en train de faire des beaux rêves, tu vois. Carlos Prates l'a envoyé faire de beaux rêves. Donc voilà, très beau combat, et instantanément derrière Carlos Prates qui va demander la ceinture, qui est en mode bah voilà, je veux cette ceinture, je suis capable d'aller chercher cette ceinture des poids welter, je fais le spectacle,
je viens d'éteindre Leon Edwards, je vais sûrement rentrer proche du top 5 à minima, et sinon je rentre dans le top 5, donc je commence à devenir un contenders pour la ceinture, donc voilà, je veux cette ceinture. Et c'est une constante de la soirée, tout parle de ceinture dans cette soirée, dans tous les cas c'était la soirée des ceintures, et ça s'est vu dans le combat qui suit, Morales qui affrontait Sean Brady. Donc sur le papier c'était un combat aussi assez intéressant, parce qu'on avait donc Michael Morales qui est un striker, et Sean Brady qui lui est un combattant de jiu-jitsu brésilien. Et en fait, c'est vrai que moi je m'attendais à voir la confrontation entre les deux, et voir en fait Sean Brady battre Morales, infliger sa première défaite à Morales, parce que dans ma tête j'étais en mode mais le jiu-jitsu gagne généralement contre le striking, parce que s'il arrive à salir le combat, qu'il arrive à amener le combat au sol derrière, en fait, Morales pourra pas à son tour salir le combat au sol, ça marchera pas, il se retrouvera dans un bourbier pas possible. Mais en fait le combat n'a même pas été au sol, quoi. Dès le début, Morales il a un centre de gravité ultra bas, vraiment dans sa posture, il a les fesses en arrière, il a le buste en avant, il garde la distance, et il a extrêmement bien utilisé son game plan. Et derrière, en fait, juste Sean Brady n'a rien pu faire, littéralement, il a eu le visage marqué très très tôt, et Morales, il avait des mauvaises intentions, quoi. Il mettait des coups, ça se voyait qu'il voulait l'éteindre, et sur une magnifique combinaison, pareil, un KO, et il va éteindre Sean Brady. Et en fait, c'est dingue, parce que, comme je l'ai dit, c'est la soirée des ceintures, parce qu'il bat Sean Brady, qui est numéro 2 de la catégorie, donc logiquement, il va se retrouver assez haut dans la catégorie, numéro 2, numéro 3, je ne sais pas, il va monter, et en fait, derrière, lui aussi, il va demander la ceinture, il va être en mode, c'est moi le prochain pour la ceinture, non ? Et du coup, ça fait que t'as genre 3 combattants, les uns après les autres, qui te calent des KO, qui viennent de défoncer un ancien, entre guillemets un ancien, Sean Brady c'est pas vraiment un ancien, mais bon voilà, qui viennent de défoncer un mec bien installé dans la division, et qui te demandent une ceinture instantanément après. J'ai trouvé que c'était une triplette assez amusante à regarder, mais le combat de Morales était sympa à voir aussi, très beau KO au premier round. Et donc on sort de ces 3 combats, ces 3 bangers, tu vois, et là on arrive sur le co-main event. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas les combats de femmes à l'UFC, moi personnellement j'en ai jamais réellement regardé, mais voilà, mais là je me suis dit je vais quand même laisser une chance au combat, je veux dire, tant que je suis là je vais le regarder, quoi, et ouais, je me suis endormi, quoi, c'était une catastrophe. En fait, j'ai bien compris que Valentina Shevchenko, elle avait tellement fait dans sa carrière que en réalité maintenant elle pouvait se permettre de ne pas faire grand chose dans le combat, juste de gagner, c'était juste quand même incroyable, mais en fait ça m'a donné envie de m'endormir, quoi. Factuellement, j'avais jamais vu ça, en fait. Elle faisait 2 pas, mais des petits pas en plus, pas des grands pas, et après elle s'arrêtait, elle figeait ses 2 jambes au sol, mais vraiment genre enracinées, et elle rebondissait sur elle-même. En attendant que Zhang Weili, elle lance un truc, elle s'avance, et juste pour la contrer, juste pour lui mettre des coups avec beaucoup de mauvaises intentions, mais des coups, mais un cauchemar, quoi. Franchement, les middle à la fin du combat dans le 3e round, les middle qu'elle lui envoyait, mais putain, ça avait l'air d'être d'une violence, mais d'une dureté, le middle, oh là là, il te décrochait les côtes, quoi. Et donc on a eu un combat franchement pas très intéressant, Zhang Weili s'est fait dominer pendant 25 minutes, il y a rien à dire, vraiment, elle a pas mis Shevchenko en danger une seconde. Dès qu'elle entrait, en fait, elle se faisait défoncer, mais genre instantanément. Valentina l'attendait, mais dans tous les échanges, et si jamais c'était pas debout qu'elle se faisait défoncer, elle se faisait amener au sol, et derrière, elle s'en sortait pas, quoi. Et en fait, moi j'ai l'impression que juste, en fait, Zhang Weili avait les bras trop courts, premier degré, elle avait des petits bras quand tu regardais la longe de Shevchenko, et donc en fait, elle commençait à s'approcher, et elle essayait de pas trop s'approcher pour pas se retrouver exposée à 100%, mais en même temps, elle essayait de taper, et vu qu'elle avait pas une allonge assez grande, elle se retrouvait collée à Shevchenko qui l'éteignait à chaque fois, c'était un cauchemar à regarder, vraiment. Et ça a duré 25 minutes, c'était assez long, mais bon, donc les rêves de double ceinture de Zhang Weili ont disparu, et Shevchenko continue d'écrire sa legacy, en fait, j'ai envie de dire, tout simplement.
Et puis on arrive au dernier combat, le main event de la soirée, pour écrire l'histoire du côté d'Islam Makhachev contre Jack Della Maddalena. Je vais le dire tout de suite, je vais être honnête, moi j'avoue que j'ai du mal avec les gens qui vont critiquer Shevchenko contre Zhang Weili et qui derrière vont te dire non mais Islam c'est super ce qu'il a fait, non. C'est pareil, ça a été un combat assez ennuyant à regarder, principalement de la domination au sol, en fait essentiellement de la domination au sol. Il l'a écrasé du début à la fin au sol, ça a été à la décision, 25 minutes de combat au sol, c'est pas forcément ce que j'attendais. Je m'attendais à voir un Jack Della Maddalena plus combatif debout, qui met en place toutes ces stratégies qu'on m'a survendues pendant un mois, quoi, tu vois. Ça fait un mois que je vois que des vidéos de mecs qui me disent Jack Della Maddalena, en fait, il est trop fort parce qu'il fait une boxe en 1-2 en ligne qui lui permet de garder les strikers à distance, où il met son visage bas et il pousse l'épaule de son adversaire pendant qu'il essaie de l'attraper aux hanches, et du coup son adversaire n'arrive pas à faire le takedown, et on m'a vendu des scrambles mais du futur, et en fait il s'est fait défoncer, quoi. Il s'est fait défoncer. Malgré tout, pour ces deux combats, même si moi c'est vrai que c'est pas ce que j'apprécie regarder, il faut pas oublier qu'on regarde du MMA. Il faut pas oublier qu'on regarde du MMA, c'est pas de la boxe, c'est pas du kick, donc bien évidemment que les combats ne restent pas toujours debout. Moi, mon combattant préféré, c'est Charles Oliveira, donc avoir un combat qui va au sol, ça ne me dérange pas, mais avoir un combat qui va au sol avec assez peu d'activité, qui est pas forcément incroyable, qui est presque décevant, là ça me dérange. Parce que savoir que le combat va au sol, c'est normal, c'est du MMA, j'ai vu passer ça, des mecs qui étaient en mode, mais en fait, si vous êtes pas content, allez regarder de la boxe. En fait, je suis d'accord avec ce constat de toujours se plaindre, genre oui, mais les lutteurs, ils luttent. Bah, effectivement, t'es un lutteur, tu luttes, mais tu luttes de façon MMA. Là, le problème, c'est que j'ai vraiment eu la sensation de regarder un combat où il ne se passait rien, en fait. Il se passait pas grand-chose, c'était pas très intéressant à regarder. Ça m'a pas plus impressionné que ça. Maintenant, je m'y attendais un peu. C'est vrai que dans ma tête, ça allait se terminer comme ça. C'est pas forcément à la décision, mais ça allait se terminer avec Islam qui allait dominer Jack Della Maddalena au sol. Mais effectivement, la manière m'a dérangé. Comme avec Valentina Shevchenko, elle a largement dominé Zhang Weili, mais la manière me dérange. C'est pas forcément des combats que t'apprécies regarder, parce que t'attends ce combat depuis je sais pas combien de temps, et en fait c'est pas vraiment du spectacle, c'est une démonstration en lutte. Ok, pourquoi pas. Et derrière, il y a bien sûr Khabib, où j'ai vu une super vidéo qui m'a beaucoup fait rire, où il vole les 2 ceintures à Dana. Il le regarde, il lui fait « Allez, donne-moi les ceintures, donne les ceintures », et Dana lui donne les ceintures, et c'est Khabib qui va mettre les ceintures sur les épaules d'Islam. Il casse les couilles à Dana à chaque fois, et à chaque fois qu'ils ont une interaction ensemble, j'ai l'impression que Dana, il en a marre de lui, quoi. Tout ça pour dire que cette interaction éteinte de rire, vraiment, où il prend les ceintures, il les met sur les épaules d'Islam, il porte Islam, et en fait tu vois Dana, et Dana ne sait pas quoi faire, il est en mode c'est à moi de donner les ceintures normalement, et non, c'est pas toi. Ça m'a beaucoup fait rire. Bon, pour cette UFC 322, je pense que ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on a 3 combats qui commencent ultra bien la main card. J'ai entendu aussi que le combat de Bonnie Cole était pas mal, mais je l'ai pas regardé pour le coup, celui-là. Je me suis pas levé pour le regarder. Mais derrière, c'est vrai que le main event et le co-main event restent des combats intéressants à regarder, mais c'est pas les combats qu'on apprécie forcément voir. Malgré tout, franchement, j'ai passé un bon moment. Je suis assez content de cette UFC. Et puis à voir la suite pour les combattants, n'hésitez pas à me dire. D'ailleurs, dans les commentaires, vous voyez quoi pour BSD, pour Michael Morales, pour Carlos Prates, pour Islam Makhachev, ou même pour Valentina Shevchenko, parce qu'on n'en parle pas, mais elle, pour le coup, il y a vraiment plus grand chose à lui donner comme combat qui va suivre. En tout cas, moi je vais vous laisser là-dessus, ça m'a fait plaisir de faire ce petit podcast. Je vous remercie. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Et je vous dis au revoir. Voilà, on va s'arrêter là-dessus.